Voilà, donc je vous invite à aller le voir, il est vraiment sympa du début jusqu'à la fin, c'est très, très facile à regarder et je trouve que ça nous permet de bien comprendre comment est fabriqué le plastique. Oui, mais si vous le tapez, c'est tout, hein, vous allez le trouver, c'est vraiment disponible en libre accès. Voilà, et donc évidemment, toute la sphère artistique s'est emparée de ce matériau magique petit à petit. Il a été célébré par pas mal d'écrivains et beaucoup d'artistes. Donc là, c'est un exemple assez marquant, je n'ai pas mis la date, c'est en 1973, où Pompidou a décidé de faire entrer la modernité à l'Élysée. Et donc il a changé les meubles. Les présidents régulièrement changent les meubles de l'Élysée quand ils arrivent. Et lui a demandé à Pierre Paulin, un grand designer, de faire des meubles pour l'Élysée. Et donc il a fait des meubles entièrement en plastique. Voilà. Donc là vous avez avec une... Ça c'est ce qui reste actuellement à l'Élysée. Évidemment tout le reste a été enlevé. Et donc l'Élysée s'est retrouvée avec des meubles, avec ces meubles ronds, tout en plastique, tout en rondeur, tout en couleur. Évidemment, à l'époque, c'était des couleurs beige, orange, marron, mais ce sont des très très beaux meubles. Et nombreux sont les objets en plastique qui sont devenus emblématiques. Hein. Donc là, c'est une pièce d'épinabauche sur les seaux en plastique, sur l'objet seau en plastique, l'objet du quotidien. Et tous les secteurs d'activité ont été concernés par cette matière. Il y a eu énormément aussi Il y a eu une exposition photo, je ne sais même plus ni où c'est ni qui c'est, mais sur la chaise blanche en plastique à travers le monde. Et comme objet de socialisation, de convivialité, c'est très très beau. Il y en a eu énormément. Voilà, donc je ne vais pas prétendre non plus à l'exhaustivité, mais juste pour dire que ça a été vraiment un élément très important. Et comme c'est devenu finalement un élément de notre vie quotidienne, on a un petit peu oublié la révolution que ce matériau a constituée après la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà, donc du coup, souvent on dit le plastique. Sachez qu'il y a une myriade de plastiques différents qui sont dus justement à ces procédés de craquage et puis ensuite de modification et après de réassemblage. Et donc il y a toute une gamme de plastiques des fois on ne les identifie même pas. Quand on met par exemple, on vernit une porte en bois, on se dit qu'on vernit une porte en bois, quoi. Ben non, on vernit avec de la résine époxy qui est du plastique. Hein. Ce plastique qu'on retrouve d'ailleurs maintenant dans les glaces de l'Arctique ou au fin fond des fosses marines. Voilà, donc tout ça pour dire que du plastique, il y en a, mais vraiment partout. Je suis en train d'essayer de réfléchir à un secteur qui aurait pu être un peu épargné par l'utilisation de plastique. Vous avez une idée ? Tentez votre chance. Oui. Oh, catastrophace. Le secteur de l'alimentation consomme 40% du plastique qu'on produit. Pour la production, au niveau de l'agriculture, parce que c'est bien l'agriculture biologique, mais pour utiliser moins d'intrants, produits phytosanitaires, moins arrosés, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise du plastique, on en met du plastique au sol, on met du plastique sous forme de serre, etc. Et on en utilise depuis très longtemps. Et après, tout au long de sa chaîne de vie, l'aliment, plastique partout, quoi. Et regardez, quand vous allez faire vos courses, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui ne sont pas emballés. Et beaucoup sont emballés dans du plastique. Donc c'est vraiment un très gros consommateur, l'alimentation. Très très gros consommateur de plastique. Donc c'était vraiment un très bon exemple de... très très bon exemple, vraiment. Sinon, vous avez ? Est-ce que ce serait un domaine où on aurait moins besoin de plastique en fait, parce qu'on a l'impression que le plastique il est là où, quand on a besoin de lui, finalement il a créé un besoin. Alors le plastique a créé, disons que le plastique a remplacé beaucoup de matériaux, mais aussi a permis quand même de nouvelles choses. Hein. Donc il y a eu quand même de la création avec ce plastique. Mais ça serait un domaine où il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas besoin de ça. Ouais. Non. Ouais.
Mais moi, je crois que ça n'existe pas. Je vous ai posé la question parce que Bon, j'aurais bien aimé que vous m'en trouviez un. Allez-y, si vous m'en trouvez un, je suis preneuse, mais je ne crois pas. Je ne vois pas. Même la médecine, elle a été envahie par le plastique. Maintenant, la moindre intervention, c'est 10 tonnes de plastique. L'agriculture, bon, ça, on en a parlé. La construction, n'en parlons pas. Toutes les maisons écolo, c'est que du plastique maintenant. C'est sol au plafond, partout, partout, partout. C'est recyclé. On en reviendra, on en reparlera après. Le recyclage du plastique n'existe pas. Hein. On en reparlera. L'habillement, eh bien 75% des fibres que vous portez, ce sont des fibres plastiques, sous différentes formes. Alors, on peut encore trouver des pulls en laine, des t-shirts en coton, mais c'est de plus en plus difficile. C'est toujours mélangé, voire pas du tout. Voilà, informatique, numérique, n'en parlons pas non plus. Hein. La dématérialisation se rematérialise sous la forme de tous les objets que vous utilisez et qui sont majoritairement en plastique aussi. Ah oui, d'accord, ça marche. Je me suis dit tout à l'heure que j'y pense et puis... Voilà, c'est reparti. Bon, continuez à y réfléchir. Et si vous avez une idée, vraiment je suis preneuse, mais je ne dis pas ça comme ça, hein, vraiment je suis preneuse. J'ai pas encore réussi à trouver. Et alors, c'est même pas qu'on pourrait dire, mais même si vous avez une idée d'un secteur qui n'a pas été trop, en fait. Parce qu'en fait, quand on prend tous ces secteurs-là et qu'on les analyse, on s'aperçoit que le plastique a été une révolution majeure et que le plastique est devenu prépondérant dans toutes les évolutions. Donc... c'est un secteur. Pour moi, oui. L'horticulture. Oui, l'horticulture. Mais pareil. Hein. Même pas, non, il y a du plastique partout. Plus beaucoup de cultures qui se font sans plastique. Bon, bref, voilà. Le résultat, c'est qu'on nage dans du plastique. Nous utilisons chacun plus de 60 kg de plastique par an. Ça, c'est une moyenne mondiale. En réalité, dans les pays riches, on est à plus de 100 kg par personne. La consommation de plastique est parfaitement corrélée au PIB. Parfaitement, parfaitement. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos des autres parce que plus on gagne et plus on utilise de plastique. À 50 ans, je me suis posé la question, j'en ai 10 de plus, mais quand j'avais 50 ans, je me suis posé la question, je me suis dit combien il y en a. On va dire que c'est la moitié de votre vie, vous avez utilisé chacun 3 tonnes de plastique, voilà, qui persistera plusieurs siècles, et donc c'est le plus gros héritage que vous laisserez à vos enfants, petits-enfants et les générations à venir. Et aujourd'hui, nous avons chacun environ 15 tonnes de plastique usagé dispersées quelque part dans notre environnement. Alors, ce n'est pas vous qui les avez utilisés ou en partie, c'est aussi toutes les personnes qui ont vécu avant nous. Hein, c'est vos parents, vos parents sont encore là, mais vos grands-parents. Voilà, donc le plastique est vraiment omniprésent, il est absolument partout et il a été une source d'inspiration pour tous et il faut quand même vraiment le reconnaître. Et une source de progrès qui petit à petit s'est muée en source d'inquiétude très très forte, hein, comme d'ailleurs l'autre dérivé, le produit dérivé du pétrole qui est les carburants, les énergies. Voilà, donc moi je vais rester sur le plastique dans ma présentation, mais bien évidemment qu'il y a un parallèle très important à faire avec le changement climatique et la production de gaz à effet de serre. Voilà, et puis aujourd'hui, on se retrouve, alors là, c'est pas dans un pays en développement cette photo, hein, c'était au Japon en 2018 sur une plage d'Okinawa, une plage de plastique où la population japonaise inlassablement ramasse ce plastique pour ensuite l'envoyer à une autre île, qui l'envoie à une autre île et on essaie de s'en débarrasser. Hein. Mais ce sont des plages qui sont entièrement couvertes de plastique et il y en a partout sur Terre. Vous avez entendu parler du 7e continent, etc. Donc le plastique est devenu une source d'inquiétude pour la société. Et donc par là même une nouvelle source d'inspiration en tant que matière première sous la forme de déchets. Et de là est née l'économie circulaire. Mais avant de venir à cette économie circulaire,
j'aurais voulu vous parler un petit peu plus de ce plastique. Pourquoi ça nous inquiète? Parce qu'après tout, certes, c'est moche, mais on s'en fout. On peut très bien accepter un monde entièrement plastifié, quoi. Why not? Eh bien, le problème, c'est que ce plastique, il n'est pas neutre. Il interagit partout. Il se dégrade en petits bouts et on en a retrouvé absolument, mais partout. Partout où on en cherche, on en trouve. Dans les endroits les plus reculés de la planète, dans les glaces de l'Arctique, dans les fosses mariannes les plus profondes des océans, dans les organismes, partout où on en cherche, on en trouve. Vous en avez dans le sang, il y en a dans le placenta, il y en a dans votre tube digestif, on en a dans tous les animaux, c'est rentré dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les aliments que vous mangez contiennent des particules de plastique. Et tous ces plastiques, ils ne sont pas neutres, c'est-à-dire qu'ils interagissent. Ils interagissent avec les organismes, ils interagissent avec les sols. C'est une structure tridimensionnelle, ce sont des polymères. Et cette structure tridimensionnelle, elle se fragmente et elle est capable d'absorber des tas de choses et de les transporter et d'interagir avec les organismes qu'elle retrouve, les milieux qu'elle a autour. Alors, donc on a évidemment l'inquiétude a commencé à grandir, c'est pas si vieux que ça, je dirais qu'on a commencé à s'inquiéter il y a une dizaine d'années. Moi j'ai commencé à travailler sur le plastique il y a une trentaine d'années, donc comme je vous l'ai dit d'abord sur les premières années sur le miracle du plastique pour la conservation des aliments, et je travaillais au Centre international de recherche agronomique pour le développement, où là j'ai essayé de, comment dire, je ne vendais pas de plastique, mais j'essayais d'éduquer les ingénieurs des pays du Sud à utiliser des emballages beaucoup plus efficaces pour leurs aliments, pour mieux les conserver, pour qu'ils aient une meilleure valeur nutritionnelle, etc. Et donc évidemment beaucoup étaient à base de plastique. Et sur ces entrefaites, je suis allée m'intéresser aux matériaux traditionnels qu'ils utilisaient pour l'emballage des aliments, qui sont les emballages feuilles. Dans tous les pays tropicaux, il y a une ressource qui est disponible en très grande quantité, ce sont les feuilles végétales. Et jusqu'à présent, les aliments étaient emballés dans les feuilles végétales dans tous les pays tropicaux. Et c'est là que je me suis aperçue du gros problème qu'il y avait, de la grosse différence de comportement entre ce matériau et les matériaux dits naturels qui, eux, ne s'accumulaient pas, ne persistaient pas et ne se retrouvaient pas à interagir du coup avec les écosystèmes et avec les organismes. Et donc cette prise de conscience s'est faite, je dirais, il y a une dizaine d'années. Il y a eu quelques émissions très emblématiques qui ont, comment dire, lancé quelque part le débat public sur un sujet qui devenait de plus en plus préoccupant, dont une qui a été un cache investigation qui est sorti, je crois, en 2017, 2018, je ne sais plus, bon, par là. Donc je vous montre juste le teaser, je trouve qu'il est pas mal. Donc, je pense que ce reportage a vraiment donné entre autres celui-là, mais je crois que celui-là était particulièrement marquant, le top départ du débat public sur le problème de la pollution plastique. Je pense qu'il avait bien fait le tour du sujet et là pareil, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour reprendre un petit peu, jusqu'à présent, où est le problème avec le plastique? En fait, jusqu'à présent, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les matériaux que l'homme a utilisés étaient capables, ou sont capables, autres que le plastique, sont capables de réintégrer un des cycles biogéochimiques qui stabilisent nos écosystèmes. Alors, je vais en prendre un comme exemple, par exemple, le papier, le bois, le carton, eh bien, tous ces matériaux sont dits biodégradables. C'est-à-dire que notre écosystème possède les outils nécessaires pour les couper en tout petits bouts pour qu'ils puissent ensuite repartir comme élément essentiel dans la synthèse de matière. Donc, un exemple classique du cycle du carbone organique, c'est voilà. C'est les feuilles d'arbres que vous avez au printemps et puis ensuite, eh bien, elles tombent par terre et au printemps d'après, en l'espace d'une année, vous les retrouvez au même endroit et pourtant donc, vous n'avez jamais d'accumulation de feuilles. Eh bien tout simplement parce que les feuilles se dégradent, elles sont biodégradables, il y a des tas de micro-organismes dans les sols, d'organismes qui vont digérer, qui vont retransformer ces feuilles en éléments essentiels, en carbone, en hydrogène, etc., qui vont pouvoir être réutilisés dans les sols par la plante pour resynthétiser des feuilles au printemps d'après.
Ça, c'est le plus beau recyclage, c'est la nature qui nous l'offre, hein, c'est ce recyclage du carbone organique et donc de tous les matériaux que la nature a su synthétiser. Ensuite, il y a d'autres matériaux comme les métaux ou le verre qui, eux, rejoignent ce qu'on appelle les cycles géochimiques, c'est-à-dire que, par exemple, le verre ou les métaux vont se solubiliser très lentement et leurs éléments essentiels vont rejoindre les grands flux de ces métaux sur notre planète. Donc, pour le verre, c'est de la silice, pour les métaux, ça va être du fer, par exemple, etc. Donc, il n'y a pas ce phénomène de fragmentation, mais sur un temps extrêmement long que le plastique présente. Les métaux et les verres n'interagissent pas avec leur environnement, ou très peu, ils sont inertes, ils sont très denses, hein, c'est très, très dense, donc il n'y a pas d'interaction, de transport, etc. Et les autres matériaux, organiques, le bois, interagissent, mais comme ils sont digérés, ça ne dure pas du tout longtemps, et ensuite ils repartent comme éléments essentiels. Et donc on s'est aperçu que le plastique, lui, eh bien, ne présentait pas cette circularité, et donc il s'accumule, il se fragmente, et ensuite il diffuse dans tous les compartiments lorsqu'il atteint l'échelle microscopique. Et évidemment, la dégradation ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'après on atteint des tailles encore plus petites, nanoscopiques, et lorsque la taille nanoscopique de ce fragment de plastique est atteinte, ces plastiques sont capables de ce qu'on appelle de transloquer, c'est-à-dire de traverser les membranes cellulaires. Alors comment ça se passe? Elles sont, comme le plastique interagit, à l'approche des cellules, il est capable de se coller spontanément des protéines qu'il y a dans vos organes. Et une fois que cette petite particule de plastique est recouverte de protéines de votre propre corps, eh bien, cette particule devient invisible. C'est-à-dire que votre système immunitaire qui est censé rejeter tous les corps étrangers, eh bien, ne reconnaît pas le plastique comme un corps étranger. Et donc, cette particule peut ensuite pénétrer dans les organes et aller s'y accumuler. Et comme tout organe étranger qui s'accumule, cela entraîne des phénomènes inflammatoires et ensuite, à très long terme, des dégénérescences et notamment des phénomènes de cancer, etc. Voilà. Donc, c'est un matériau, le plastique est le seul matériau à présenter ce comportement-là. Et manque de bol, on l'a énormément utilisé et on lui a laissé prendre de la place partout. Vous allez me dire, mais pourquoi? Je pense que parce qu'on n'était pas... L'homme ne s'était jamais préoccupé de ce que devenaient tous les matériaux qu'il utilisait jusqu'à présent, parce que ça ne posait pas de problème. Il réintégrait naturellement un de ces cycles biogéochimiques, donc il n'y avait pas d'impact majeur. Et sur le plastique, on était tellement pris par cet engouement de l'utilisation, de l'innovation, du côté positif, optimiste, qu'on n'a pas du tout anticipé les effets négatifs qu'il pouvait y avoir derrière, à laisser le plastique prendre autant de place dans notre vie et sur notre planète. Voilà, donc du coup, les industries se sont multipliées, le plastique est maintenant produit en quantité astronomique et à des prix dérisoires. Il n'y a plus rien, donc on en met partout, parce qu'il est disponible aussi, tout simplement. Alors, si on regarde un petit peu les éléments de connaissance, cette fragmentation du plastique, elle a lieu sur des dizaines, voire plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Et c'est tellement long même qu'on n'est même pas capable de dire exactement quand ces plastiques seront totalement détruits, quand ils auront atteint l'échelle microscopique ou l'échelle nanoscopique. Ce ne sont que des prédictions. Des prédictions qui sont faites sur la base de modèles qui valent ce qui va et qui ne sont pas toujours très fiables. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les plastiques qui sont utilisés, certains sont incinérés, et là, ils contribuent au changement climatique. Et puis tous les autres, ceux qui ne le sont pas, alors lorsqu'ils sont incinérés, la structure tridimensionnelle est détruite, puisqu'on les brûle et on récupère l'énergie. Mais on contribue au changement climatique. Et tous les autres, eh bien, ils vont venir grossir le réservoir des micros et des nanoparticules en devenir que l'on retrouve absolument partout, parce qu'on s'est aperçu, on sait quand même depuis quelque temps que le plastique voyage par voie d'eau, maintenant on sait qu'il voyage aussi par voie d'air. Et donc ça, on l'a bien démontré, c'est comme ça qu'on en retrouve extrêmement, on en retrouve absolument partout. Alors, notre société n'a pas anticipé cet effet-là. La science a pris du retard. La science a pris du
retard, c'est-à-dire qu'elle n'a pas aujourd'hui les connaissances nécessaires pour quantifier tout ça, pour savoir exactement quel plastique va durer combien de temps, va se retrouver où, par quel phénomène il va pouvoir migrer dans notre environnement et dans nos corps, etc. On sait à peu près, mais on ne sait pas précisément parce qu'il y en a des milliers de plastiques. C'est très compliqué, chacun avec des... En plus, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que le plastique, c'est un polymère, mais c'est aussi des additifs qui vont de 5 à 30%. Donc c'est d'accord bien plus compliqué que ce que je suis en train de vous présenter. Donc du coup, quand on évalue l'impact environnemental du plastique, eh bien, on est là. C'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer l'impact au cours de la production, de l'usage et de ce qui se passe juste après l'usage. Mais l'impact sur le long terme, eh bien, on ne sait pas le faire. Et donc, du coup, on ne le prend pas, tout simplement pas en compte. Donc, quand on vous fait par exemple des bilans carbone, eh bien, le bilan carbone, c'est juste sur les quelques premières dizaines d'années sur la production, l'usage et éventuellement le retraitement. Mais c'est tout. Donc, du coup, c'est pas pris en compte. Donc, en plus de l'empreinte carbone, il faut rajouter maintenant une empreinte plastique, mais qui n'est toujours pas encore utilisée de façon courante. Voilà. Donc, le bilan, c'est... Voilà où on en est à peu près. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire qu'on a environ 34% des plastiques qui sont incinérés, donc ça, c'est les chiffres européens. On en a 16% qui sont enfouis. L'enfouissement, c'est un contrôle du bâche plastique qui doit être démarré de la même façon que les plastiques. On en a, et donc, qui participera à la production au réservoir de nouveaux nanoplastiques. On en a environ 10% qui ne sont pas répertoriés, disparaissent. Il y a énormément de... Il y a beaucoup de trafic de déchets et on a beaucoup de mal à suivre et il faut aussi qu'on n'a pas, nos gouvernements n'ont pas mis en place des systèmes suffisamment fiables pour suivre le devenir des déchets. Donc on en perd beaucoup. Et puis on a 32% qui partent en recyclage. Vous allez me dire, c'est parfait. Donc si c'est recyclé, c'est réutilisé, donc il n'y a pas de problème. Et bien en fait, ce qu'on appelle le recyclage, c'est là où les industriels ont joué avec le mot, c'est en réalité un décyclage en eau couverte. Il n'y a que moins de 5% des plastiques utilisés qui sont réellement recyclés, c'est-à-dire qui servent à refabriquer la même bouteille et qui permet donc de diminuer la quantité de déchets produits. Tous les autres soi-disant recyclages sont des décyclages, c'est-à-dire que c'est une bouteille qui va être transformée en pull et vous pensez bien faire en achetant un pull en polyester recyclé, quoi. C'est bien, non? On redonne une vie aux déchets. Sauf que, en faisant ça, vous ne faites pas disparaître le déchet, parce que votre pull, vous allez le laver, puis après, quand vous aurez fini, vous n'aurez plus envie de le porter, vous allez le jeter. Et là, pour le coup, il n'est plus recyclable. Donc, il va finir en micro et nanoparticules de la même façon. Et pendant ce temps, vous allez prendre l'habitude d'acheter des pulls en polyester recyclé. C'est-à-dire que toutes les entreprises, le secteur industriel, qui fabriquent des pulls en laine, en coton, etc., vont disparaître, sont en train de disparaître, c'est ce qui se passe actuellement, au profit de ce plastique recyclé, parce qu'il faut trouver des débouchés industriels ensuite derrière. Et en plus, lorsqu'on a construit toutes ces usines de décyclage, il faut les alimenter, donc il faut continuer à produire du déchet. Donc le résultat, c'est que les pays qui recyclent le mieux, comme l'Allemagne, l'Autriche, eh bien, qui recyclent 50% de leur plastique, et bien ce sont des pays qui n'ont même pas commencé à diminuer leur consommation de plastique. Alors qu'ils auraient dû la diviser par deux. Si on recycle 50%, on devrait diviser par deux sa consommation de plastique vierge. Donc du coup, ce qui signifie qu'ils produisent toujours autant de déchets. Ils ont juste cherché de nouveaux débouchés pour ces plastiques dégradés. Et c'est ce qu'on appelle du recyclage. Et en fait, ce recyclage et du décyclage qui ne contribue en rien, mais alors absolument rien, à la réduction du danger lié aux déchets plastiques. Au contraire, même on pérennise une situation de production de plastique et de retraitement des déchets. Donc c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de l'effet initial. Ce n'est pas une économie du tout c'est une économie qui n'est pas du tout circulaire. Et c'est ce que moi j'appelle une économie en tire-bouchon, hein, c'est-à-dire que vraiment on s'enferme dans ce système-là. Voilà, donc voilà où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup progressé sur les solutions. Alors évidemment, hein, les industriels, vous vous rendez bien compte qu'il y a des intérêts économiques énormes et donc des lobbies industriels énormes et qui nous ont vendu ce recyclage, hein, mais qui en fait n'existe pas. Il n'y a que les bouteilles en PET que l'on sait recycler.
Voilà, donc des enjeux économiques énormes, des lobbies industriels très importants et globalement une confusion qui a été entretenue et avec une manipulation des concepts et des définitions, alors que ce soit celui d'économie circulaire, que ce soit celui de recyclage, que ce soit celui de biodégradable, que ce soit, enfin bref, il y a énormément de... C'est très difficile d'y voir clair hein, dans ce milieu-là. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué, parce que ça se passe sur le très long terme, parce qu'un déchet plastique il devient dangereux quand il est invisible, parce que le plastique que vous consommez, c'est pas vous qui allez en souffrir, ce sont vos petits-enfants qui en souffriront, parce que le plastique qu'on peut trouver dans vos corps là actuellement, c'est pas vous qui l'avez consommé, ce sont vos parents, voire vos grands-parents. Hein. Et donc du coup, quelque part, ce phénomène, et puis parce qu'il y a plein de plastique, et puis c'est quelque chose de très très compliqué. Alors, le changement climatique aussi, hein, ça a été quelque chose de difficile d'expliquer, parce qu'on ne le voyait pas, ça se passe sur le long terme. Et c'est là où les interactions entre science et art deviennent extrêmement importantes. Voilà, donc il y a eu quand même des initiatives assez... Il y en a eu quelques-unes qui sont très récentes, je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup, pour justement parler de ce problème de la pollution plastique, pour arriver à en parler, parce que c'est très difficile. Hein. Alors, c'est très difficile parce qu'en plus, cherchant à rattraper son retard, la science génère aujourd'hui beaucoup de connaissances sur le sujet. Il y a énormément d'investissements, donc ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on s'aperçoit de plus en plus de choses, on comprend de plus en plus à fond les phénomènes et ça nous amène à réviser régulièrement nos jugements, nos raisonnements et du coup, ça nous demande aussi de voir. En fait, on doit communiquer tout ça auprès du grand public, mais aussi auprès des acteurs politiques, auprès des acteurs industriels. Et ça demande aussi de faire un effort pour arriver à expliquer tout ça. C'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que l'inquiétude monte et que les acteurs économiques ont, eux, les moyens de contre-attaquer pour sauver leurs profits quelque part, ou du moins pour retarder les actions qui vont aller à l'encontre de l'utilisation massive de ce plastique. Et ils ont les moyens de communication, de création pour nous expliquer que le recyclage est par exemple quelque chose de merveilleux. Et donc la question est, pour nous tous, hein, comment continuer à apporter de l'information sur des bases saines et déliées sans saturer notre capacité à survivre aux injonctions contradictoires, parce qu'actuellement on est quand même vraiment assommé de toutes ces injonctions. On en a eu une très grosse dose pendant le Covid, enfin les confinements du Covid, où il y a eu justement un retour en masse, en force du plastique, hein, qui était présenté comme un matériau très hygiénique. Donc on se mettait tous à porter des masques jetables en polypropylène parce qu'on nous avait expliqué que c'était mieux, alors qu'on peut très bien porter du coton ou une autre matière sans problème. Et puis, je crois qu'il y a une question, en tout cas, qui est pour moi, qui me semble la plus importante, c'est comment imaginer des solutions qui sortent du tout technologique et du greenwashing en mobilisant toutes les interfaces disciplinaires. Parce que ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours quand même très compliqué. Dans chaque discipline, on parle un langage particulier et c'est pas toujours facile de se comprendre. Donc ça demande un travail de fond. Voilà, d'où la dernière partie en guise de conclusion, comment avancer en s'appuyant sur les interactions entre sciences, art et société. Donc pour moi, c'est d'abord rendre visible l'invisible. Donc ça, l'art, c'est très bien le faire, c'est une des définitions premières de l'art. Hein. Donc là, c'est un petit essai qui a été fait pour parler des microplastiques dans l'environnement avec des bouchons de bouteilles d'Alexandro Durand. Et rendre visible l'invisible, on en a eu des exemples assez précieux. Et là, je vais vous en montrer un. Donc, l'après-midi d'un faune, c'est une parabole sur l'air. Alors, je vais vous la mettre en route. Voilà, donc il y a pas mal d'initiatives qui fleurissent. Alors, pas mal, je dis pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Donc là, c'est une autre initiative qui a été mise en place à Toronto aussi, très très récemment, autour de l'art et la pollution par le plastique. Voilà, donc rendre le visible invisible et en parler. Donc ça, c'est une sacrée, pour moi, c'est un sacré challenge, en tout cas pour parler de la pollution plastique, c'est très compliqué. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce milieu.
sensibiliser les acteurs sociétaux, rendre audibles aussi des faits qui sont complexes et qui sont anxiogènes, il ne faut pas l'oublier. Alors on connaît tous cette œuvre d'Isaac Korda, là, qui date déjà de 2011, Follow the Leader, des politiciens discutant du réchauffement climatique, qui a quand même vraiment marqué les esprits, mais qui a marqué les esprits dans le sens où on a enfin compris le problème qu'on avait d'inaction contre le changement climatique. Et puis une autre œuvre aussi dont je pense que vous la connaissez tous, mais je voulais quand même vous en parler, parce que je pense qu'elle a marqué aussi notamment la façon dont nous sommes capables de tourner le dos à des choses qui sont très grosses pourtant, hein, donc le déni dont nous faisons preuve devant tout événement un petit peu anxiogène. Et là, je pense que l'art a vraiment son rôle à jouer. Donc vous connaissez tous Don't Look Up, je vous en passe. Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate, ok. L'astronome canon, on réagit quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moi sûr. C'est moi sûr. Voilà, je pense que c'est un film qui aura quand même aussi pas mal marqué notre déni. Hein. Et je pense que ce déni sur le plastique, il est particulièrement important, d'autant plus qu'il est nourri par le fait qu'on a tendance à maintenir le plastique dans la sphère domestique de peu d'importance. Hein. C'est le petit déchet, c'est la bouteille de Coca-Cola, c'est les emballages qu'il ne faut pas jeter dans la nature. Or, le problème du plastique, il va bien au-delà de tout ça. Hein. Donc là aussi, il va y avoir un effort énorme à faire pour le sortir de cette sphère du petit plastique, hein, qui finalement a peu d'importance puisqu'on l'utilise absolument partout. Voilà, et donc là par exemple c'est une œuvre aussi, je trouve, qui a pas mal marqué aussi, c'était quand c'était il n'y a pas très longtemps là, octobre je crois, novembre peut-être, début novembre, non je ne sais plus, octobre, où il y a eu le sommet mondial contre la pollution plastique avec la signature d'un traité. Et donc là où a eu lieu ce sommet au Kenya, une œuvre de Plastic Tap de Ben Von Won a été exposée pour faire entendre une solution que tout le monde avait beaucoup de mal à entendre, hein, c'est-à-dire que quand on est inondé par quelque chose, on ferme le robinet avant d'imaginer tout un tas de serpillères qui ne marchent pas bien, comme le recyclage qui n'en est pas, etc. Et donc du coup, il faut qu'on réduise notre consommation, sachant que les 3/4 des plastiques qu'on utilise, on les utilise parce qu'on nous les propose et pas du tout parce qu'on les a choisis. Hein, lorsque vous achetez un pull en polyester, 3/4 du temps, vous ne le choisissez pas. C'est compliqué d'aller regarder dans l'étiquette qu'il n'y a pas de plastique, etc. Donc, fermer le robinet, et je trouve que l'image était très bonne. Hein. C'est une des solutions aussi. Oui. C'est une des solutions qui est très importante. C'est un artiste qui a dédié beaucoup de ses œuvres à la problématique du plastique, hein, puisqu'on l'a vu juste avant sur le... Voilà, et puis il y a HEST aussi à son rôle à jouer. Et donc moi j'en ai bénéficié entre autres, hein, ce qui m'a permis de rencontrer une personne qui avait fait aussi l'IHEST, puis l'IHEST étant quand même un établissement qui promeut les interactions entre sciences et société, c'est quand même un pilier de ses actions. Et donc ce qui m'a permis, moi, de collaborer avec Mickaëlle Bensoussan, ex-IHEST, rédactrice en chef de plusieurs magazines, qui a démissionné après donc avoir fait l'IHEST, pour se lancer dans des actions qui lui tenaient à cœur, et notamment la mise en place d'un festival des arts du vivant pour le vivant, dont la première édition s'est tenue en août dernier à Alenia, à côté de Perpignan, dans les caves Escoffier. Voilà. Et donc du coup, à cette occasion, j'ai pu collaborer avec 2 artistes pour construire une conférence dérapante. Donc je leur ai partagé tout ce que je viens de vous dire sur les plastiques, tous les messages que j'avais envie de faire passer, et ils m'ont aidé à le faire passer autrement. Hein. Parce que très souvent, lorsqu'on fait évidemment appel à la raison, hein, moi les conférences, je suis un peu fatiguée, on ne peut pas... tout le monde dit oui, puis après quand on sort, on pense à autre chose. Donc l'idée c'était de le présenter autrement et de faire appel aux sensibles, de décloisonner les sciences. Donc là aussi, en voici un tout petit extrait. Donc avec Jade qui est comédienne, et Jade Dubiquet et Cyril Casmez qui est un artiste zoomorphe.
donc qui imite le volume. Donc ce sont des conférences qui sont mises en scène avec justement des grands aspects comme le déni, comme qui sont mis en scène. Voilà, et puis pour conclure, pour moi il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'arriver à imaginer d'autres façons de vivre pour sortir de notre addiction aux objets plastiques, donc de notre société de consommation, on va retomber là-dessus bien entendu, mais en mobilisant de nouveaux ressorts intérieurs. Et ça, même moi j'ai encore du mal à en parler, je sais à peu près, je vois ce que ça veut dire, par contre je ne sais pas le traduire en compétences à aller chercher, en sciences, en art, j'ai énormément de mal, et là je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire, arriver à vivre avec d'autres ressorts que celui de consommer en permanence, surtout que ces objets en plastique, on les consomme pour satisfaire notre besoin de consommation, parce qu'ils sont justement disponibles très facilement, qui ne coûtent rien, même s'ils ne nous servent quasiment à rien. Nous sommes un peu pris comme des hamsters pris dans une roue infernale. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ça fait déjà pas mal. Merci pour votre attention. Donc Nathalie, merci beaucoup pour cette très intéressante, très utile intervention pour les étudiants évidemment, mais aussi... Oula. En fait, il faut attendre. Ça met un moment à... Ça va venir. C'est en train de s'avenir. Je sais pas. Eh bien, nous allons parler dans le noir. Merci pour cette intervention très utile, très instructive, en même temps avec cette articulation évidente vis-à-vis de l'art contemporain et vis-à-vis je dirais, du contexte dans lequel les étudiants... Parce qu'il s'agit d'un matériau contemporain, oui. Tout à fait. Oui, finalement, il y a peut-être une dose de stockage de plastique au Grand Palais éphémère et dans toutes sortes de lieux de monstration de l'art énormes, voire même surdimensionnés par rapport à ce qui pourrait s'envisager. De toute façon, dès qu'on touche la photographie, dès qu'on touche tous les médiums artistiques aujourd'hui, on a du plastique. Donc c'est un peu le problème finalement. Un art sans plastique aujourd'hui. Mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un objet de création. Et en même temps, c'est un moyen de communication aussi sur les méfaits de ce plastique, c'est-à-dire qu'on le retrouve vraiment au début de la chose. Aujourd'hui, finalement, cette arrivée de plastique, ça serait non seulement utiliser ce qui a été déjà produit, le recycler, oui, mais on ne sait pas le faire. Et arrêter l'usage du pétrole. Donc ça serait vraiment une autre mutation. Alors faut-il des guerres pour ça? Faut-il des bouleversements immenses au niveau de la nature? Quelles sont les projections pour 2050 par exemple par rapport à
une chercheure comme toi qui a. Mais les qui a projections à travaillé, 2050, on n'en parle pas parce qu'elles sont catastrophiques si on continue comme ça. On le sait, les projections à 2050, c'est qu'il y aura plus de poissons, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et si on réagit bien, alors, si on, par exemple on réagissait en contrepoint, on arrêterait tout de suite le plastique. Si on arrêtait tout de suite le plastique, on n'empêcherait pas quand même. On n'empêcherait rien, d'accord. Mais on pourrait peut-être ralentir cette inondation, cet envahissement. C'est très difficile à dire. Alors, évidemment qu'on a tendance à se retrancher vers le tout ou rien, c'est-à-dire qu'on va aller en disant, ben voilà, il faut une guerre, on ne pourra jamais y arriver, ou alors on va réutiliser le plastique, sauf que la réutilisation du plastique, on ne sait pas le faire parce que le plastique se dégrade, et on ne sait pas le régénérer simplement. Si on veut le régénérer, ça va nous coûter, encore une fois, beaucoup d'énergie. Donc, il n'y a pas... actuellement, moi je pense qu'il y a une énorme source de création sur une autre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on a accès énormément de choses dans notre vie, de notre bonheur, sur tous les biens matériels dont on s'entoure. Alors, si au début ces biens matériels ont amélioré notre bien-vivre, nous ont permis d'avoir moins faim, moins froid, etc., actuellement, c'est plus le cas, et on le sait. On sait que 75%, à peu près les 3/4 des plastiques qu'on utilise ne contribuent absolument pas à notre bonheur. Soit parce qu'on pourrait utiliser autre chose à la place, soit parce qu'on pourrait faire autrement. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous décidez de partir vous balader parce que vous avez envie de vous reconnecter à la nature, actuellement, chaque fois qu'on a un geste ou qu'on prend une décision en disant bon, là maintenant je vais faire du sport, je vais aller marcher, je vais me reconnecter, eh bien on a besoin de matérialiser cette décision par l'achat d'objets. Et évidemment, achat d'objets en plastique. Lorsque vous regardez les grands magasins outdoor de sport de plein air, si vous enlevez les plastiques, il ne reste plus rien. Or, c'est quand même incroyable que pour se reconnecter à la nature, à son corps et à son bien-être, on ait besoin de se carapassonner de plastique. Et le pantalon, et la veste, et le sac à dos, et le bâton, et les chaussures, alors que les 3/4 du temps, on n'en a même pas besoin. Certains, oui, sont très utiles, mais quasiment pas, très peu finalement. Donc on pourrait très bien se débarrasser de tous ces matériaux qui sont complètement inutiles, mais il faudrait qu'on accepte de reconnaître ça comme une addiction et qu'on arrive à s'en sortir comme n'importe quelle addiction, c'est-à-dire la regarder en face et puis petit à petit changer ses habitudes et trouver d'autres sources de plaisir que les plaisirs que ce matériau nous apporte, parce que quelque part on est juste en train de satisfaire un besoin, on n'est plus dans le raisonnable, puisque c'est un matériau qui est en train de nous étouffer, donc ça n'a plus de sens, quoi. Il faut une thérapie de groupe. C'est comme l'alcool à petite dose, ça peut apporter du bien-être, mais après quand on en devient très malade, ça va pas, quoi. Il y a un petit problème, on est vraiment dans l'addiction. Et actuellement, sur le plastique, on est dans l'addiction. D'accord, parce que ton titre était lié à l'intelligence collective. Donc si il fallait une thérapie de groupe, comment est-ce qu'elle pourrait être réalisée ? Est-ce qu'en démocratie c'est jouable ? On pense que oui, j'imagine tous, mais on a l'impression que les dictatures arrivent à domestiquer finalement les masses et à les empêcher de procréer, de s'alimenter de cette manière-là, de voyager. Est-ce qu'il va falloir en arriver là, irrémédiablement, ou est-ce que la démocratie peut être un modèle capable de retourner cette situation ? Disons que la démocratie, notre démocratie, quand on parle justement d'intelligence collective, on cherche à mettre tous les acteurs autour de la table. Or, je pense qu'il y a des acteurs qui ne doivent pas être autour de la table. Quand on met en place des actions contre la drogue, on n'invite pas les barons de la drogue à discuter des stratégies qu'on met en place. Or, actuellement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que les industriels sont là. Et c'est vrai qu'ils sont là parce qu'on se dit, mais on a besoin d'eux pour trouver des solutions. Sauf que eux, c'est pas leur boulot, ça. Eux, leur boulot, c'est de sauvegarder leur business, c'est de sauvegarder leur profit, c'est de faire en sorte que leur entreprise marche correctement. Donc là, quand on met en place des stratégies, on devrait, bien entendu, pour moi, écarter tous les acteurs économiques qui ont des intérêts, qui ont des conflits d'intérêts dans ces débats. Or, ce n'est pas actuellement ce qu'on fait. Parce qu'en plus, les industriels, moi, on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal, c'est leur objectif. Ils ont aussi un pas de temps
qui est extrêmement court, qui est de 5-10 ans, pas plus, quoi. Or là, on n'est pas en train de parler de ça, hein. Là on est en train de parler de dizaines, voire de centaines, voire de milliers d'années. Donc on ne peut pas demander aux industriels de raisonner sur cette échelle de temps-là. Donc ce sont des acteurs qui n'ont rien à faire lorsqu'on développe des stratégies pour se sortir de ces impasses-là. Et voilà ce que je pense actuellement de notre démocratie. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème là-dessus. Et que tout ce qui concerne l'environnement, la santé et le long terme, on ne peut pas accepter qu'il y ait, on devrait du moins écarter les acteurs, les principaux acteurs économiques des débats et des solutions, parce qu'ils apportent énormément de biais et de confusion ensuite. Alors j'ai une troisième question avant de laisser la parole à déjà une personne qui veut prendre la parole. Toi qui es allé à Kyoto, je vois qu'il y a eu à une certaine époque les accords de Kyoto. Toi, tu es allé à Kyoto, tu as enseigné à Kyoto. Quel est l'état d'esprit dans ce Japon où, en tout cas, moi, je suis allé 3 fois au Japon. C'est un univers 10 fois plus hanté par le plastique. Il y en a partout. Alors 10 fois plus. Je sais pas, les distributeurs non, partout. La consommation est à peu près la même, mais comme tous les pays développés, elle est très très élevée, ça c'est clair. C'est un pays qui a... Alors le Japon est un pays particulier, hein, c'est-à-dire qui a quand même vraiment qui a la particularité de pouvoir juxtaposer des choses très traditionnelles, de garder des traditions et en même temps de juxtaposer une modernité assez débridée, ce qui est assez surprenant toujours. Mais du coup, je pense ce qui, en tout cas je l'espère, devrait leur permettre de rebondir pour retourner vers des solutions et des matériaux un petit peu moins problématiques. Alors, le Japon, je pense qu'il y a une prise de conscience, et en même temps, le Japon, c'est un pays asiatique, avec la culture asiatique aussi, c'est-à-dire, je pense peut-être un individualisme, plutôt un esprit collectif qui se forme plus vite que chez nous. Hein. Et donc, je me dis, je sais pas, lorsqu'il y a un événement dramatique, il y a quand même une espèce de solidarité qui se met en place à toutes les échelles, et pas seulement à la grosse échelle, même aux petites échelles, aux échelles locales, que nous, on a énormément de mal, que l'on a perdu. Hein. Donc, je me dis qu'ils devraient, eux, réagir. Ce qu'ils n'ont pas vraiment encore fait. Alors, le Japon aussi, c'est un pays particulier parce que c'est une île, c'est une grande île, mais c'est quand même une île. Or, les îles, elles sont impactées les premières par toute cette accumulation de matériaux dont ils ne savent pas quoi faire. Et alors, en plus, le Japon, les pauvres ont été doublement impactés parce que nous avons envoyé massivement nos déchets plastiques vers l'Asie et notamment vers la Chine. Vous savez que la Chine, la Malaisie, etc. ont fermé leurs frontières. Et ne sachant pas que faire de ces plastiques, qui soi-disant étaient recyclés, hein, c'était comptabilisé dans la case recyclée pour nos déchets, eh bien, beaucoup de ces déchets ont été rejetés à la mer et se retrouvent maintenant à dériver sur les plages. Donc ça, c'est les plages d'Okinawa, par exemple, c'est exactement ça. Hein. Ce sont des déchets qui ont été jetés et on retrouve d'ailleurs dans ces déchets plastiques nos propres déchets. Il y a des plastiques français dedans, hein, avec des étiquettes françaises. Enfin, c'est impressionnant. Donc je me dis que le Japon est une île et qui va se retrouver encore plus vite confronté, enfin qui est déjà plus rapidement que nous, confronté à d'énormes problèmes de déchets plastiques. Mais là, on parle de macro-déchets, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est sensible qu'à ce qu'on voit. À partir du moment où le déchet, on ne le voit pas, on se dit qu'il n'y a pas de problème. C'est là où il est très difficile de communiquer. C'est-à-dire qu'on se dit, mais il n'y a pas de souci, il suffit de ne pas jeter ce plastique pour qu'il n'y ait pas de problème, mais pas du tout. Tous les plastiques que vous produisez, que vous utilisez, ils finiront par grossir ce réservoir de micro et de nanoparticules, pas tout de suite, hein, il faut du temps, mais ça va venir, c'est inexorable, sauf si on le détruit, et auquel cas on se retrouve avec des problèmes de changement climatique, donc le choix entre la peste et le choléra. Et en fait, ce plastique invisible, c'est là où il devient très dangereux. C'est là où il devient le plus dangereux pour tout le monde. Et c'est là où je trouve que la communication est très, très, très difficile. Très difficile de faire prendre conscience de ça. Bonsoir. On remarque aussi qu'en France, en tant que consommateur, a changé notre point de vue sur le plastique, notre utilisation du plastique. Il y a un certain problème d'accessibilité à certains produits et ressources.
C'est pour ça que c'est un virage qui est très difficile à prendre, mais il faut s'y mettre dès maintenant. On peut pas rester dans le déni, parce que même si aujourd'hui on sortait de notre déni, eh bien on a un travail immense devant nous et tous les acteurs devront y participer. Donc c'est pour ça qu'il faut que vraiment tout le monde s'y mette, et que, parce que tu le dis bien, il y a nos volontés à nous, mais en même temps on n'achète que ce qu'on nous propose. Moi, quand j'ai fait le tour du magasin, que j'ai besoin d'un pull et que j'ai pas trouvé un pull en laine, ben tant pis quoi. Je me dis, j'ai les boules, mais je l'achète. J'achète mon pull en polyester. Donc on fait aussi ce qu'on peut. Donc c'est pour ça que les industriels, il faut aussi leur mettre des objectifs de réduction. Il faut qu'on paye le plastique à son juste prix aussi, parce qu'actuellement c'est pas le cas, on ne le paye pas au juste prix. Actuellement on paye le prix de ce qu'a coûté sa production, mais le prix fort, c'est pas nous qui allons le payer, c'est les générations d'après, c'est eux qui vont payer le prix pour ce plastique dont on ne paye pas le prix aujourd'hui. Donc il faudrait que ce plastique soit à son vrai prix, c'est-à-dire qu'il y ait des taxes très importantes sur le plastique vierge qui soient posées, ce qui permettrait aux autres matériaux de redevenir compétitifs et de se réinstaller aussi, de réinstaller des filières, parce qu'actuellement, par exemple, les meubles de jardin ou les meubles tout court, les vêtements, il y a des filières entières qui disparaissent. C'est assez impressionnant quand même, et ça va très vite. Les meubles en bois, en métal, eh bien, hop, tout ça s'est remplacé par du plastique recyclé. Or, ça n'en est pas. Donc il faudrait vraiment sortir de ce système, qu'on puisse imposer des choses aux industriels, et on a su le faire, pas avant. Par exemple, quand on s'est aperçu du danger de l'amiante, alors ça a été long, il a fallu 20 ans. Parce qu'au début, c'était pareil, dans toutes les discussions, les industriels de l'amiante étaient conviés. Non, mais évidemment, les industriels de l'amiante, ils mettaient tous leurs efforts pour démontrer qu'il n'y avait pas de danger, c'était normal, c'est leur boulot. Jusqu'au jour où on a fini par prendre des décisions sans eux. Et là, on est arrivé à son passé, on vit très bien. Alors évidemment, l'amiante, c'était dangereux plus rapidement. C'est-à-dire qu'entre le moment où on installait, parce qu'à l'époque, c'était surtout des systèmes d'isolation, entre le moment où on installait des isolations à l'amiante et le moment où les premiers morts arrivaient, il fallait compter 20-30 années à peu près. Donc ça n'arrivait pas tout de suite, mais quand même, ça arrivait sur l'espace d'une vie humaine. Donc du coup, la réaction a été un peu plus rapide, quoi. Là, quand on parle du changement climatique et des matériaux plastiques, ça va au-delà. Donc on se dit, ils trouveront bien une solution, quoi. Et c'est là où ça ne va pas, quoi. C'est-à-dire que nous devons prendre nos responsabilités pour les générations à venir. On n'a pas le droit de faire ça. Et là, on devrait fixer des objectifs aux industriels de réduction et leur faire payer, et les obliger à nous faire payer aussi le vrai prix du plastique. Bonsoir. Est-ce que, selon vous, il y a un matériau aujourd'hui qui pourrait remplacer les usages qu'on a actuellement du plastique, d'ici je pense que... Le matériau miracle? Oui, voilà, c'est ça. Non, il n'y en a pas. Alors moi, je travaille beaucoup dessus. C'est vraiment... Alors, toute ma carrière, ça a été ça, essayer de développer des solutions, parce qu'on nous demande de développer des solutions. On nous demande, là, vous ne pouvez pas être négatif, il faut être optimiste, l'optimisme forcé. Donc on développe des solutions avant même d'avoir compris le problème, parce que c'est quand même toujours ce qu'on nous a demandé, c'est ce qu'on nous demande toujours. Puis des solutions, si possible, qui rapportent de l'argent, pour être win-win. Comme ça, on a d'une pierre deux coups. Et... Bon, bref, donc ces solutions, je les ai développées. Tout ce qui m'a permis aussi de financer des programmes de recherche pour comprendre le problème. Mais cette compréhension, je ne l'ai jamais vraiment affichée, parce que ce n'était pas ce qu'on me demandait. Donc parmi ces solutions, il y a le développement de matériaux biodégradables qui sont thermoplastiques et qui ont les mêmes propriétés que le plastique. Donc oui, il y en a. Donc nous actuellement, on est toujours en phase d'amélioration, mais c'est déjà produit à l'échelle industrielle. Ça s'appelle des polyhydroxyalcanoates. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là, c'est quand même le plus prometteur. C'est un polymère qui est produit par des micro-organismes et qui est dégradable. Mais ça ressemble à un plastique et pourtant, si vous le laissez dans votre compost, il va être entièrement digéré par le sol. Alors, il n'est pas transparent comme le plastique, on n'y arrive pas. Donc, il est translucide, donc on n'a pas tout à fait la même chose. Mais pour pas mal d'applications, on pourrait le remplacer, sauf que entre le moment où vous faites une découverte
Et ensuite, le moment où on va le retrouver, on va pouvoir le développer à l'échelle industrielle et le produire en masse, il y a un temps énorme qui se passe. Et en plus, pour faire tout ça, il faut avoir les moyens. Sauf que quand on a un lobby très important d'industriels, eh bien, on a des difficultés à avoir de l'argent pour financer ces développements parce que les industriels ont poussé pour qu'on ne parle que du recyclage. Donc l'Europe, le gouvernement français, leur stratégie, c'est le recyclage. Recyclage qui n'existe pas, qui est du décyclage. Mais tout l'argent est parti là-dedans. Et voilà, donc après, c'est pas simple non plus. Alors je dis pas, alors attention, ce matériau qu'on a développé ne va pas sauver le monde parce qu'on ne pourra jamais en produire en quantité aussi énorme que le plastique, c'est clair. Ça reviendrait à utiliser des quantités de ressources énormes. Donc franchement, c'est pas la solution. Alors moi, je travaille sur ces plastiques biodégradables, je travaille aussi sur le recyclage de ces plastiques biodégradables parce que on a tendance, là aussi, c'est une espèce de confusion dans les termes. Dans les médias, les industriels ont énormément œuvré pour qu'on oppose recyclable à biodégradable. En disant biodégradable, en plus il ne l'est pas vraiment, parce que c'est vrai qu'il y en a un à un moment donné qui a été dit biodégradable et qui ne l'était pas, c'était le PLA, mais c'est un. Et puis on dit, il faut choisir, soit le recyclable, mais non, le biodégradable, ça ne va pas, on le jette, puisque vous avez vu, les industriels ont mis sur le dos des consommateurs la responsabilité de cette pollution, parce que les gens jetaient les plastiques. Donc là aussi, c'est des graines qui ont été plantées dans nos esprits. Donc après, c'est très compliqué de se sortir de toute cette confusion-là. Or, c'est pas parce qu'un matériau est biodégradable qu'il n'est pas recyclable. Le papier, le carton se recycle aussi. En fait, c'est pas non plus du recyclage, c'est du décyclage parce qu'il est toujours un peu abîmé, le papier et le carton. Mais bon, on peut redonner une utilisation. Mais là, ça pose pas de problème parce qu'ensuite, ces matériaux sont biodégradables alors que le plastique ne l'est pas. Donc les industriels, eux, vont évidemment soutenir le recyclage du plastique puisque ça leur permet de conserver leur industrie telle qu'elle est et d'en rajouter une autre, de rajouter une autre activité industrielle qui consiste à utiliser des déchets pour refaire un autre objet et prendre les parts de marché de tout un tas de matériaux qui ne posaient pas de problèmes environnementaux. Mais tout ça, c'est super compliqué, ça se passe sur le très long terme. Comment on fait pour communiquer là-dessus ? C'est difficile. Mais du coup, comment on faisait avant le plastique ? On utilisait d'autres matériaux. Alors d'abord, il y a des choses qu'on ne faisait pas avant le plastique. On ne faisait pas parce que le plastique a permis quand même, je ne sais pas moi, par exemple, les gros avions qui nous permettent d'aller d'un bout à l'autre de la Terre en très peu de temps, ça, c'était pas possible. C'était des gros avions qui étaient lourds, qui consommaient beaucoup, qui n'allaient pas loin, et on faisait des tas d'escales comme ça pour aller alors que maintenant, oui, on arrive à le faire entièrement en une seule traite. Donc il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Et puis il y avait beaucoup de choses qu'on faisait autrement, avec d'autres matériaux. Alors l'idée, c'est pas de se passer du plastique, parce qu'honnêtement, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Mais c'est de se passer au maximum du plastique qui ne nous sert pas, parce que c'est quelque chose qui nous étouffe. J'en avais parlé avec les gens qui sont plus avec moi, et ils m'avaient parlé du système de consigne, Oui. qu'ils ont grandi avec et que ça a disparu. Consigne de verre. Les bouteilles, par exemple, oui, c'était des... Et aujourd'hui, on en parle dans l'industrie du vin, mais on dit que c'est des lobbies, c'est des discussions en famille, que c'est le lobby que ces consignes, ces systèmes se sont arrêtés parce qu'elles seraient plus coûteuses que de jeter la bouteille. Oui, parce qu'elles sont plus coûteuses que de jeter la bouteille, parce que notre système économique est fait comme ça, et ça c'est pas normal. C'est-à-dire que si on donnait un prix à ces déchets et à ces matières, on ne les jetterait pas, elles ne seraient pas plus coûteuses. Alors vous allez trouver aussi d'autres arguments. On va vous dire par exemple que le bilan carbone est moins bon. Mais forcément, puisque sur les bouteilles plastiques, on ne prend pas en compte l'empreinte plastique. On va vous dire par exemple que votre tote bag en coton, il est pire que le tote bag en plastique. Mais ça c'est normal parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc du coup, on parle de bilan carbone, or on ne peut pas raisonner sur le bilan carbone quand on s'adresse au plastique, puisque le bilan carbone ne comptabilise pas le principal danger lié au plastique. Et donc ce sont que des effets de communication, ce sont des faits qui sont très compliqués à démêler pour quelqu'un qui n'est pas expert sur le sujet.
D'où l'importance d'éduquer là-dessus. Un peu moins scientifique, plus sociétal. Vous avez mentionné que du coup, au tout début, quand vraiment la consommation de plastique a commencé à augmenter fortement, on n'a pas forcément en tête les conséquences directement du plastique. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il y a une technologie qu'on est en train de développer sur laquelle on peut faire la même erreur et qui va avoir d'autres conséquences peut-être environnementales? Alors, c'est toujours difficile, c'est une excellente question. Alors, il y en a une qui ressemble de très près, ce sont les PFA, les polyfluoroalkylés, dont on parle beaucoup. Ce sont ces matériaux, c'est comme du plastique, mais on a remplacé les hydrogènes par des fluors. Donc, c'est du plastique, mais encore plus résistant. Et donc, ces PFA, on les retrouve dans tous les revêtements. Ça permet de rendre les matériaux, on les enduit avec ça, et ça les rend très résistants. Donc, l'exemple typique, c'est votre poêle à fruits. Votre poêle Téflon, là, eh bien, elle est recouverte de polyfluoroalkylés. Et là, ce sont des matériaux qui sont extrêmement persistants. Et on vient de réaliser que, notamment, il y avait un site industriel de production de ces matériaux de la société 3M sur Lyon, où on s'est aperçu qu'il y avait des taux de pollution, des taux de pollution sanguins des personnes qui habitaient autour qui étaient énormes. Donc, on vient de fermer l'usine. Et l'interdiction, c'est interdit maintenant au niveau européen, et donc petit à petit, ce sont des matériaux qui vont disparaître. Mais encore une fois, là, il y a une réaction rapide. Alors, les gens ne sont pas encore malades, mais forcément, c'est des matériaux vraiment qui sont crado, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais les gens ne sont pas encore malades, mais disons qu'on a été capable de détecter des quantités très très élevées dans le sang de toutes les personnes qui habitaient autour de cette usine. Donc là, on a tout arrêté, puis on a arrêté partout au niveau européen. Je pense qu'au niveau international, ça va aller très vite. Donc on est en train de faire vite machine arrière sur ces matériaux qu'on utilisait en très grande quantité. Ces polyfluoroalkylés, c'est tous les liquides de refroidissement de l'aéronautique utilisent ces produits-là. Donc on est en train de chercher à les remplacer par des matériaux. Mais quand on s'adresse au long terme, le problème, c'est que c'est très difficile de prévoir de trouver des méthodologies pour pouvoir imaginer ce qui va se passer, prédire, parce qu'après c'est de la prédiction, évidemment quand on le fait on cherche à avoir des effets sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années, c'est de la prédiction. Et chaque fois qu'on a des problématiques qui impliquent des temps longs, c'est très compliqué. Donc par exemple les perturbateurs endocriniens, vous en avez beaucoup entendu parler, j'imagine, vous en avez entendu parler, je crois qu'on ne peut pas ne pas en avoir entendu parler. Donc c'est des plastiques, mais pas seulement, c'est tous les pesticides, etc. Eh bien, on a eu du mal à le voir parce que l'effet souvent ne se fait pas à la première génération, mais se fait aux générations d'après. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contaminé avec des perturbateurs endocriniens, si toi tu en consommes, c'est pas toi qui vas en subir les effets, c'est ton enfant à naître. C'est lorsque tu vas procréer, tu vas avoir un enfant, c'est ton enfant qui aura les séquelles de ce que toi tu auras digéré. Donc là, c'est pareil, ce sont des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place et qu'il est toujours difficile d'endiguer. Après, mettre une alerte sur une pratique, je dois avouer que non, moi je trouve qu'on en a déjà suffisamment. Je me dis déjà sur le plastique, c'est quelque chose d'énorme, si on pouvait déjà se focaliser là-dessus, ça serait peut-être pas mal. Enfin, entre le changement climatique et le plastique, je pense qu'on a assez à faire. Et j'espère que non, franchement, j'espère que non. Mais c'est une excellente question. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai lancé ce qu'on appelle une autosaisine au conseil scientifique de l'INRAE, où on essaie de savoir comment on détermine aujourd'hui, de comprendre comment on détermine aujourd'hui les savoirs dont on aura besoin demain. C'est-à-dire qu'actuellement, on nous donne de l'argent pour travailler sur des sujets, mais la science, elle est censée anticiper. C'est-à-dire qu'elle est censée anticiper ce qui va se passer dans 10, 20, 40, 50, voire plus. Et donc du coup, parce qu'actuellement, on se rend compte qu'en recherche, on est essentiellement en train de pallier à l'urgence et aux situations de crise. C'est-à-dire qu'on nous demande de résoudre des problèmes qui ont été engendrés par les découvertes que nous, on a fait. Parce que le plastique, c'est la science qui l'a créé. Et donc, on est toujours en situation de crise, c'est-à-dire en situation d'urgence. Mais comment est-ce qu'on anticipe positivement notre vie, ou du moins l'évolution de notre vie, et comment la science contribue à ça? Et ça, c'est une question drôlement compliquée pour tout le monde. Et on se rend compte que c'est très compliqué pour tout le monde. C'est une bonne question, mais on a énormément de mal à y répondre.
En tout cas, on n'est pas équipé mentalement pour répondre à ça. Très mal. J'avais juste une question concernant le devoir des industriels, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était pas leur faute, parce qu'entre guillemets, ils faisaient leur travail, mais est-ce que ce serait pas le temps de réprimer pour disons que... l'humain, dans le sens où on pousse à une consommation qu'on sait qui est fausse, avec des termes qui ne sont pas vrais, et une sorte de manipulation de la population qui pourrait être Tout à fait. réprimée. Tout à fait. Donc il y a une action qui a été lancée par trois associations ONG, dont Zero Waste, je ne sais plus qui y a, justement comme... Alors c'est quoi, comment ça s'appelle? Ah, je ne me rappelle plus. Alors c'est une action en justice qui a été lancée contre 9 grands groupes industriels, dont Nestlé, Danone, etc. Pour... Comment ils ont appelé ça? Alors, il y a eu une loi qui est au Bangladesh en 2017, un immeuble s'est effondré. Et suite à cet événement-là, il y a eu un procès. La société responsable qui avait construit cet immeuble, responsable de cet effondrement, a été condamnée. Et suite à cet événement, il y a eu une loi qui a été créée. Je suis désolée, je ne me rappelle plus les termes de cette loi parce que c'est des termes juridiques et chaque fois je les oublie. Mais en gros, la loi, elle dit qu'on est responsable, que l'industrie a été responsable de négligence envers ce qui allait se passer dans le futur. Alors, c'est pas un manque d'anticipation, mais c'est un peu comme ça, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Et donc, du coup, il y a 3 associations qui viennent d'attaquer 9 grands groupes industriels pour ce même délit vis-à-vis des plastiques qu'ils ont mis sur le marché. Donc, il y a des actions, et moi je suis ravie de ces actions parce que c'est très symbolique. En plus, c'est quand même, on en parle, c'est médiatique, et puis ça fait prendre conscience aux gens que quand même il y a une vraie responsabilité. Mais donc, je suis tout à fait d'accord pour les mettre devant la responsabilité, pour les contraindre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les inviter aux tables de négociation, on ne peut pas les inviter à l'établissement de stratégie. C'est là où ça ne va pas, quoi. Je trouve, c'est là où on a vraiment un gros problème, quoi. Qu'on les consulte pour comprendre d'où vient le problème, etc., je veux bien, mais on ne peut pas leur demander de mettre en place des solutions qui n'ont aucun intérêt ni aucune compétence à mettre en place. Un industriel qui a fabriqué du plastique toute sa vie, pourquoi voulez-vous qu'il propose une autre façon de faire? Comment voulez-vous qu'il aille chercher, j'en sais rien moi, le fait que quand vous achetez votre yaourt, vous pouvez aller l'acheter en vrac. Alors, ils peuvent s'y mettre, mais c'est très compliqué pour eux, c'est pas leur métier. Donc pour eux, c'est beaucoup plus simple de se dire je vais construire une usine de recyclage, parce que moi je sais faire, je sais retransformer le plastique en autre chose. Donc ils font ce qu'ils savent faire. Il y a une question. Oui. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que la solution ne serait pas un nouveau mode de vie, un minimaliste? Il faudrait que tu le mettes sur ton menton, j'entends pas en fait. Je disais, est-ce que la solution ne serait peut-être pas de se diriger vers un nouveau mode de vie un peu plus minimaliste? Minimaliste matériellement, mais c'est là où on a tout à réinventer. C'est-à-dire que quand notre président parle de la fin de l'abondance, il oublie de préciser que c'est la fin de l'abondance matérielle. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exprimer ni penser notre vie autrement qu'en termes matériels? Tu vois, quand tu dis minimaliste, oui, je suis d'accord avec toi, mais minimaliste matériellement. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre à s'enrichir autrement qu'avec des objets. Et c'est là où on a un vrai problème, je pense. On a un vrai problème de pensée, c'est-à-dire qu'on s'est réduit énormément, on s'est réduit quoi, dans nos modes de pensée. C'est-à-dire qu'on pense tout en mode matériel, on exprime tout en mode matériel, et tellement qu'on oublie même de le dire. On oublie de le dire. Donc minimalisme, oui, mais matériel. Parce que après, sur tout le reste, affectivement, spirituellement, sur toutes les émotions qu'on peut ressentir, etc., on peut vivre autrement. Bien sûr que là, c'est pas la fin de l'abondance, et au contraire, il faut qu'on apprenne à remplacer ces petites satisfactions matérielles par des satisfactions qui soient plus profondes, qui soient plus vraies, qui ne soient pas matérielles. Mais ça, moi je vous en parle, mais j'arrive pas bien à en parler parce que j'ai pas les mots, mais c'est là-dessus qu'on devrait travailler, bien sûr. On prend le fil de cette question, justement, on nous entraîne à réfléchir sur l'avenir. Et qu'est-ce que tu
tu penses du métaverse et est-ce que la spiritualité pourrait se raccorder à ces nouvelles technologies qui nous arrivent et qui donc finalement Pourquoi avons-nous toujours besoin de nous entraînerait à ne plus avoir à utiliser des objets, mais uniquement utiliser de l'immatériel, tu vois, pour... Oui, sauf que cet immatériel, il est toujours matérialisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le web, c'est un espèce de grand nuage. Sauf que non, ce sont des centres de stockage dans les régions froides, ce sont des câbles sous la mer, ce sont... Donc oui, pourquoi pas, mais c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, mais en même temps, je me dis, pourquoi on a toujours besoin de construire sur des technologies? C'est-à-dire que là encore, on est dans les mêmes façons de faire. Or, il faut qu'on innove. Et innover, c'est créer autre chose. C'est aller penser autrement que... Et pour moi, ces nouvelles technologies, c'est quelque part c'est toujours cette vieille façon de penser qui, moi, à mon avis, elle a fait son temps, quoi. Il faut qu'on change de façon de... C'est non. Et alors oui, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on y va très clairement. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse un brainstorming intense. Et je pense pas seulement avec ceux qui sont ici, mais je pense que pratiquement toute notre génération. Ça, c'est formidable. Il y a 40 000 étudiants à Paris 1, il y a près de 40 000 aussi étudiants à Paris 2, il y a 82 000. Toute cette matière grise, elle se dirige vers la consommation de plastique à très grande échelle. Comment va-t-on faire? Donc il faut qu'on arrive à avoir des gens comme toi qui viennent nous en parler plus. Non, parce que moi je fais partie de la vieille génération, j'ai vécu avec ça, je pense que justement ces 40 000 étudiants, c'est eux qui vont imaginer. Alors est-ce que tu aurais des... Ces 40 000 étudiants, c'est 40 000 cerveaux, c'est 40 000 sensibilités, c'est 40 000... Enfin, c'est une ressource énorme qu'il faut utiliser pour penser notre façon de vivre autrement, pour trouver d'autres sources de plaisir, que c'est bien matériel, dont on s'entoure là, dont on s'engraisse quelque part. Est-ce que tu aurais des références de sites ou de collectifs que nous pourrions éventuellement, de leur génération, que l'on pourrait éventuellement convoquer pour qu'ils s'instruisent encore plus sur ce que tu viens de nous dire? Est-ce que dans le droit fil de ce que tu viens de nous dire, il y a aujourd'hui des collectifs qui s'organisent, pas seulement, je dirais, dans la réaction contraire, mais qui essayent d'aller dans le sens des nouveaux matériaux dont tu parlais? Oui, de se poser ces questions de matérialité de notre vie, quoi. Oui. Oui, il y a des collectifs, mais c'est toujours sur des aspects bien particuliers. Donc voilà, ça peut être sur les plastiques, ça va être sur notre façon de bouger, de vivre des aventures, mais des collectifs globaux comme ça, non. Ça me vient pas. Donc il faut qu'on en... Oui, faudrait en faire. Enfin, s'émerger peut-être. Qu'ils en fassent émerger. Et voilà, mais nous, le problème, c'est que nos générations ont capté aussi l'organisation, c'est normal finalement, au fur et à mesure les générations fédèrent des groupes et ces jeunes donc, sont en train d'émerger. Il faut absolument pousser. Oui, puis vous êtes en plus, vous êtes tout jeune, vous n'êtes pas encore, comment dire... Nous, après, en vieillissant, on prend vraiment des habitudes et qu'il est très difficile de changer. Hein. Et donc, c'est justement vous qui allez pouvoir penser votre vie à venir autrement. Quoi. Nous, c'est plus difficile. Enfin, plus on vieillit, plus c'est difficile. Quoi, hein. Oui, on peut changer, tout à fait. Je suis d'accord. Mais disons, voilà, c'est d'autant plus facile qu'on est jeune, ça c'est clair. Qu'on n'a pas pris d'habitude encore trop ancrée et donc on peut faire autrement. Quoi. Ouais, très bien. Voilà. Nathalie, merci beaucoup. Merci de cette intervention. Et donc, bonne continuation.